on va démarrer. Il y a encore quelques personnes qui vont nous rejoindre, mais on va peut-être démarrer. Je sais pas ce que tu en penses, Nathalie. À l'heure, c'est Allez, bien. on démarre à l'heure, hein. On On essaiera de démarre à l'heure terminer à l'heure, hein. Pour les aussi. habitués, vous savez que c'est un exploit lorsqu'on termine à l'heure, mais on C'est va ça. essayer. C'est ça, c'est ça. Bon, bon, bon. On va, bah alors, une petite présentation déjà pour attendre peut-être les personnes qui nous rejoindront. Donc, bah, bienvenue, hein, bienvenue à cette web actu du mois de juin, un peu pluvieux sur Toulouse, avec Nathalie Pezzetti du cabinet Anticipé. Et moi, je suis Sylvie Diamantoglou, donc responsable développement commercial chez Externa pour répondre aussi à vos demandes. Alors, on était en direct du Festival de Cannes, hein, avec Nathalie pour la présentation et la remise des prix, avec Nathalie, présidente du festival, bien entendu. Bon, en tout cas, on espère que vous avez souri en recevant notre invitation à cette web actu parce qu'on s'amuse quand même, on s'amuse pas mal avec Nathalie, avec Jean-Christophe aussi, il est derrière la caméra parce qu'on a envie de vous partager des sujets importants, mais bah, toujours dans la joie et la bonne humeur, bien entendu. Mais ça, Nathalie, elle sait bien le faire. C'est gentil, merci. Merci à vous tous hein, et à nos clients d'être nombreux à cette web actu. Quelques actualités en tout cas pour d'Externa. Pour vous dire que bon, à côté aujourd'hui de la paye, on vous accompagne de plus en plus sur l'étude et le déploiement du SIRH de SILAE et d'outils aussi proposés par l'éditeur pour faciliter votre quotidien en entreprise. Euh, Nous avons intégré une consultante il y a quelques semaines, une consultante SIRH dans les équipes, Sandrina, donc, qui se consacre entièrement justement au déploiement de ces outils et à la formation de nos clients. Alors, lors de la pause que Nathalie fera en cours de présentation de la Web Actu, on va vous présenter un de ces outils dans une petite vidéo qui s'appelle donc le CLA BI, BDESE. Donc, c'est la base de données économique et sociale à laquelle vous pourrez donner accès aux représentants du personnel dans vos structures, là où, bien sûr, vous avez des représentants du personnel. Externa, c'est aussi et avant tout un cabinet de paye qui produit plus de 200 000 bulletins de salaire par an et on vous propose le traitement soit externalisé, soit internalisé de vos payes. Aujourd'hui, Externa, c'est un cabinet de 30 collaborateurs, collaboratrices. On a encore grandi depuis quelques mois. En tout cas, tous les bulletins de salaire sont produits à Toulouse. Et nos clients sont des entreprises sur tout le territoire français, allant de 1 à 4 000 salariés, dans des secteurs d'activités très divers. Et nous couvrons plus de 150 conventions collectives. Voilà, donc je termine cette présentation. Vous remercie pour votre écoute et je laisse à Nathalie la parole pour vous présenter les sujets de cette web actu. Une dernière petite précision, donc à la fin de la web actu, vous pourrez poser vos questions à Nathalie dans le chat. Et pour poser vos questions et pour que Nathalie puisse y répondre et les recevoir, utilisez le chat, dans le chat, tous les co-animateurs. Voilà. À toi, Nathalie. Regardez-moi ça. Bonjour à tous. Mais je vous l'avais dit, on est à Cannes. Voilà, donc on va décerner les palmes. On vous avait prévenu lors du lancement de l'inscription pour cette web actu. Merci à tout le monde d'être là. Alors en effet, hein, on a choisi trois prix. La Palme d'Or, évidemment, par laquelle on va démarrer. C'est assez surprenant. Normalement, on termine par ça. C'est donc les premiers décrets qui sont apparus sur la réforme de la retraite. Ensuite, un deuxième prix, qui est un prix d'un projet de loi sur le partage de valeur de l'entreprise. Et enfin, et celui-là, je suis fan, le prix d'interprétation du droit. Celui-là, il est décerné à la Cour de cassation. Donc, on va faire une petite revue de jurisprudence. Donc, on va démarrer par la retraite. Et en effet, la réforme de la retraite a quand même gagné la Palme d'Or. Pourquoi? Parce que ça a été un peu dans la douleur, mais la loi est parue. En tout cas, c'est une loi de financement rectificatif de la Sécurité sociale 2023 qui introduit des nouveautés. Et on va faire un tour d'horizon assez rapide, complexe, pardon d'avance, mais rapide, parce que les premiers décrets sont parus dimanche dernier. Et on en attend une grosse trentaine de textes concernant cette mise en place
de la réforme des retraites qui doit intervenir dès le 1er septembre. Alors, on va faire un point. Pardon pour les non-initiés, ça risque d'être un peu technique, mais je ne vais pas pouvoir revenir sur des fondamentaux de règles en matière de calcul de la retraite du régime général, mais je vais essayer d'être, si je peux, le plus clair possible. N'hésitez pas en tout cas à revenir sur des questions si vous n'avez pas, tout suivi. Alors déjà, vous le savez, hein, la réforme, c'est d'abord une réforme de report de l'âge. Et cet âge va être reporté progressivement de 62 ans, l'âge légal, c'est l'âge auquel le salarié peut partir. Il n'est pas obligé, hein. Par contre, c'est pas l'âge auquel l'employeur peut le mettre à la retraite. C'est l'âge auquel le salarié peut partir. Avant, il ne pourra pas. En tout cas, s'il part, c'est pas à la retraite. Et à partir de 64, donc à terme, il peut partir. Aujourd'hui, c'est 62. Et donc, on passe pas de 62 à 64 au 1er septembre 2023. Il va y avoir une entrée en vigueur progressive avec un rythme, vous l'avez sans doute entendu, je ne vais pas m'appesantir, de 3 mois de plus par année de naissance. Donc, pas de bol pour ceux qui sont nés en 1961, en tout cas à partir de septembre 61, puisque c'est eux qui seront les premiers impactés. Ils voyaient le bout, et clac, 3 mois de plus. Donc, c'est comme ça, c'est comme toutes les réformes, hein. Il y a une entrée en vigueur, certes, progressive, mais pour celui qui l'a subi, forcément, pour lui, ça lui paraît assez injuste. Donc, on a dès le mois de septembre, pour ceux qui doivent partir, hop là, pardon, je suis en train de faire des manipulations. Pour ceux qui devaient partir à 62, un report à 62 et 3 mois, ainsi de suite. Je vous mettrai ensuite un tableau récapitulatif. Il n'y a pas uniquement l'âge, en fait. Il y a aussi l'accélération et non pas l'augmentation du nombre de trimestres requis pour avoir le taux plein. Alors, pardon, je vais quand même faire un petit rappel des règles. La retraite du régime général, c'est on liquide sa pension à 62 aujourd'hui, 64 demain, et à ce moment-là, il se peut que vous n'ayez pas le taux plein. Sachant que le taux plein est à 50%, vous allez me dire il est à moitié vide, ben oui, mais c'est le taux plein. Cette pension peut être minorée, et notamment s'il manque des trimestres. C'est pour ça que les paramètres de la retraite sont liés intimement au nombre de trimestres acquis par l'assuré. Et si un nombre de trimestres est manquant, il va y avoir ce qu'on appelle une décote dans le calcul de la pension. Donc, s'il n'y a pas de décote, on parle de taux plein. S'il manque des trimestres, il va y avoir une décote. Ce nombre de trimestres a, au fil des réformes, augmenté progressivement. On était à 160, on est à 172, à un avenir, du coup, 2035. Ce 172 trimestres pour obtenir un taux plein devait intervenir un peu, enfin, doit aujourd'hui intervenir en 2035. Il y a une accélération, en fait, la réforme actuelle fait une accélération de l'entrée en vigueur de ce nombre de trimestres requis pour avoir un taux plein, et c'est non pas en 2035 qu'il va falloir avoir 172 trimestres pour avoir un taux plein, mais dès 2027. Donc, je vais remettre derrière le tableau l'âge auquel les assurés pourront partir et le nombre de trimestres qu'on leur demande d'avoir pour avoir un taux plein. Il n'est pas interdit de partir à 64 ans à terme si vous n'avez pas tous les trimestres. Ce n'est pas les conditions cumulatives pour liquider la pension. On liquide la pension à un âge donné. À cet âge-là, on fait le point sur le nombre de trimestres. S'il en manque, il y a une décote. S'il n'en manque pas, on a un taux plein. Mais on peut partir. Donc, accélération du nombre de l'entrée en vigueur du nombre de trimestres qui est à terme de 172, entrée en vigueur de l'âge légal à 64 à terme avec entrée en vigueur progressive. En revanche, il est d'usage, enfin, il était d'usage en tout cas, d'avoir un âge du taux plein automatique, c'est-à-dire même s'il vous manque des trimestres, avoir 50% de pension, si vous atteignez IEZ, si vous aviez atteint l'âge légal plus 5 ans. Donc l'âge légal étant aujourd'hui 62, si on ajoute 5 ans, aujourd'hui, vous avez automatiquement un taux plein à 67 ans. Cet âge légal aurait donc dû passer à 69. Hein, si on additionne 64 ans, nouvel âge légal, plus 5, on aurait dû avoir un taux plein à 69. L'âge du taux plein n'a pas bougé. Malgré l'entrée en vigueur du report de l'âge de la retraite, l'âge du taux plein a été maintenu et maintenu par la réforme à 67 ans. Donc, le tableau est insupportable, c'est juste pour vous faire apparaître deux choses. Troisième colonne,
l'âge auquel les salariés pourront partir. La deuxième colonne étant celle à laquelle l'âge auquel ils pouvaient partir. Donc vous voyez qu'ici, à partir du 1er septembre, pour les nés, à partir du 1er septembre 61, il y a des mois supplémentaires avant de pouvoir partir, pour finalement arriver à 64 ans pour les générations nées à partir de 1968. Et l'avant-dernière colonne, c'est le nombre de trimestres qu'il leur faudra. Et la dernière colonne, c'est le nombre de trimestres qu'il leur faut en plus compte tenu de l'année de naissance. Ben oui, puisqu'il y a eu une accélération de l'entrée en vigueur de la réforme, ceux qui étaient nés, par exemple, en 1970, il leur fallait 171 trimestres seulement. Ben aujourd'hui, il est né en 70, il lui en faudra quand même 172 parce qu'il y a bien longtemps que ses copains qui sont nés avant lui, il leur en faut déjà 172. Donc en fait, l'accélération du nombre de trimestres fait que ceux qui sont nés il y a moins longtemps, si vous voulez, ont tout de même un nombre de trimestres requis qui entre en vigueur pour eux, alors que ce n'était peut-être pas forcément le cas. Et c'est donc la dernière colonne du tableau qui fait apparaître ce nombre de trimestres supplémentaires requis compte tenu de l'accélération de l'augmentation du nombre de trimestres. Je vous avais prévenu, c'est technique, je suis désolée. Mais ça encore, je pense que vous arrivez à suivre parce qu'on en a entendu parler en long, en large, en travers. Alors, on va rentrer dans des dispositifs, pour certains qui n'ont pas fait l'objet encore de décret d'application, et notamment celui-là, le cumul emploi-retraite. Hein. Alors, c'est un dispositif qui va être un peu réformé, c'est le cas de le dire, avec la réforme. Là aussi, je ne vais pas rentrer dans les détails, voilà. C'est juste pour faire remarquer que le cumul emploi-retraite, aujourd'hui, existe. En gros, le cumul emploi-retraite, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est le salarié qui part à la retraite, qui liquide sa pension et qui retravaille alors même qu'il est déjà à la retraite. Pour faire simple, parfois même, c'est le salarié qui sort par la porte et qui rentre par la fenêtre dans la même entreprise, vous voyez. Donc, c'est possible. Revenir dans la même entreprise, c'est possible. Et c'est là où on rentre dans des considérations. Certains ont déjà dans la tête, oui, mais il faut attendre 6 mois. Ça dépend. Ça dépend. Quand vous êtes en cumul emploi-retraite intégral, vous pouvez revenir dans la même entreprise immédiatement. En revanche, quand vous êtes en cumul emploi-retraite plafonné, certains appellent ça partiel, vous ne pouvez pas en effet revenir dans la même entreprise sans attendre un délai de 6 mois. Je vais faire simple. Le cumul emploi-retraite intégral, c'est lorsque le salarié, au moment où il a liquidé sa pension à un taux plein. Le cumul emploi-retraite plafonné, c'est le salarié qui, au moment de la liquidation, n'a pas un taux plein. Voilà. C'est quoi la différence entre les deux? C'est déjà le cas aujourd'hui. Hein. Le cumul emploi-retraite intégral, c'est tu retravailles, tu es à la retraite, hein, tu peux retravailler de suite chez qui tu veux et tu peux gagner ce que tu veux. Voilà. Le cumul de tes pensions plus de ton salaire d'activité, c'est open bar. Le cumul emploi-retraite plafonné, c'est tu retravailles quand tu es à la retraite. Si tu reviens chez ton ancien employeur, il va falloir attendre un petit peu, 6 mois. Et en plus, il va falloir faire en sorte que le cumul de tes pensions et de tes salaires d'activité, revenus d'activité, ne dépasse pas un certain montant. Et le montant, je vous l'ai indiqué, hein, c'est grosso modo la moyenne des salaires des 3 derniers mois d'activité ou un niveau de SMIC. Bon, bref, on ne va pas rentrer dans le détail. Alors, qu'est-ce qui change? Parce que vous allez me dire, c'est quoi qui change? On n'a pas encore le décret. C'est aujourd'hui un salarié qui revient travailler, cotise. Vous savez, il a les mêmes salaires que son copain, il a le même bulletin, il a les mêmes cotisations. Par contre, il n'a pas les mêmes, il n'y a pas de droits qui se génèrent. Vous savez, quand vous cotisez, vous créez potentiellement des droits à retraite du régime général. Vous cumulez des trimestres, vous cumulez des points. Le cumul emploi-retraite ne permettait pas de recréer des nouveaux droits. Il est aujourd'hui créateur de nouveaux droits lorsque vous êtes en cumul emploi-retraite intégral, donc vous êtes parti à la retraite, vous êtes à taux plein, vous faites du cumul emploi-retraite, alors les cotisations que vous allez verser sont génératrices de nouveaux droits. Ce qui veut dire que quand vous allez enfin de nouveau repartir à la retraite, que vous allez reliquider la pension, vous allez, comment dire, je vais y arriver, vous allez demander un nouveau calcul de droit qui va s'ajouter à la pension que vous touchiez au titre de la première liquidation. Voilà. Concernant, alors je passe vite parce qu'il y a beaucoup de choses, hein. Concernant le cumul emploi-retraite plafonné, alors celui-là, il pourrait être, pardon, hein, déplafonné, je vais appeler ça, je ne sais pas trouver un autre terme, hein. Il pourrait être déplafonné, c'est-à-dire sans limite de délai pour revenir chez l'ancien employeur, sans limite de revenus pour le salarié.
enfin le salarié assuré de son état, retraité de son état aussi, il pourra être déplafonné dans des circonstances exceptionnelles. Alors, c'est bon, on va se la faire courte. Par exemple, circonstances identiques à celles du Covid. Vous faites revenir, vous faites retravailler des anciens salariés qui sont actuellement retraités. À ce moment-là, ils n'auront pas de conditions de plafond, de machin, pour pouvoir retravailler. Voilà. Ensuite, d'autres dispositifs pour lesquels on attend aussi des décrets, mais pour lesquels il y a eu des changements. La retraite progressive. Alors là, autant vous dire, si j'insiste un peu sur le terme, c'est parce que le gouvernement souhaite vraiment qu'il y ait de la com autour de ce dispositif qui est assez peu connu. La retraite progressive, ça existe déjà. C'est je lève le pied avant de partir à la retraite. Aujourd'hui, avant 62, on peut partir 2 ans avant ou plus tôt en retraite progressive. En gros, l'idée, c'est vous vous avez l'âge légal moins de 2 ans, vous demandez une liquidation, un calcul de pension qui va être proratisé dans le montant qui va vous être versé à hauteur du temps que vous ne travaillez pas. Donc en fait, vous êtes un peu à la retraite et vous êtes un peu au travail. Donc vous n'arrêtez pas complètement le travail, vous passez à temps partiel et le reste du temps, vous êtes à la retraite. Donc, vous réduisez votre activité professionnelle de 40 à 80% du temps plein et le temps que vous ne travaillez pas est indemnisé par la retraite et le temps que vous travaillez est payé évidemment au titre de votre activité. Les changements. Alors, les changements, c'est déjà, premièrement, le temps partiel ne subit plus les contraintes liées à la durée minimale d'activité des temps partiels, 24 heures dans le régime légal. Deuxièmement, évidemment, aujourd'hui c'est 62 moins 2 égale 60, demain ça sera 64 moins 2 égale 62. Mais c'est toujours 2 ans avant l'âge légal, du coup ça sera 62. Et pourtant vous serez pas encore à l'âge légal. Il faut, et ça c'est déjà le cas, justifier au moins de 150 trimestres pour pouvoir actionner le dispositif. Et enfin, afin d'encourager, si j'ose dire, ou en tout cas de faciliter la retraite progressive, le législateur a prévu que lorsque le salarié souhaite partir en retraite progressive, s'il fait la demande à son employeur, si l'employeur ne répond pas, l'accord est réputé acquis tacitement. Le seul cas, par ailleurs, dans lequel l'employeur pourra refuser, c'est l'incompatibilité de la durée de travail souhaitée par le salarié avec l'activité économique de l'entreprise. Alors, concernant ce point, on n'a pas encore des détails, puisqu'on n'a pas les décrets d'application. En revanche, on peut se référer à certaines jurisprudences, notamment d'incompatibilité avec l'activité économique de l'entreprise. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail ici. Il faut regarder par rapport à l'existant, qu'est-ce qui a pu être considéré comme une incompatibilité avec l'activité économique de l'entreprise. C'est pas tellement sur ça que je voudrais insister, c'est sur le petit point paye que vous avez en bas qui est encadré. En fait, vous savez que quand un salarié est à temps partiel, aujourd'hui, un salarié qui passe à temps partiel, l'entreprise peut, alors c'est pas une obligation, maintenir le temps plein sur le calcul des cotisations de retraite. Alors, vous allez dire, pourquoi tout à coup elle nous parle de ça? C'est un peu en rapport quand même, hein. C'est-à-dire que si le salarié passe à temps partiel, le montant de ses salaires de référence pour le calcul de sa pension seront à temps partiel et le nombre de points acquis au niveau du régime de retraite complémentaire sera moindre puisque le nombre de points dépend directement des cotisations versées. Si vous mettez un dispositif en place qui est dans le cadre de la retraite progressive, par exemple, ce n'est pas une obligation, les salariés pourront cotiser sur la base d'un temps complet dans le cadre de ce dispositif-là. À mon sens, ça encourage lourdement le passage en retraite progressive. J'en parle parce que vous risquez d'avoir, sinon des revendications, peut-être même des incitations émanant de vous, en vue de mettre en place de la retraite progressive. En tout cas, pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc c'est possible, hein, continuer à cotiser. Donc je prends un exemple très simple, hein, le salarié passe à mi-temps, il est à 4 000 euros de salaire brut par mois, il passe à 2 000 euros de salaire brut par mois parce qu'il ne travaille qu'à mi-temps, il va pouvoir continuer à cotiser pour la retraite du régime général et ou pour la retraite complémentaire sur la base de 4 000 euros. Ce qui, du coup, crée une non-conséquence du passage à temps partiel dans le cadre de la retraite progressive pour le salarié qui passerait en retraite progressive pendant 1 an, 2 ans avant l'âge légal. Voilà. Si j'ai mis en vert l'information renforcée, c'était pour
faire remarquer que le gouvernement souhaite vraiment communiquer sur ce dispositif. C'est le nouveau Pôle emploi qui sera en charge de cette communication d'ailleurs. Et dans le cadre des informations qui sont adressées aux assurés à un certain âge, dans le cadre des informations relatives à la retraite, et notamment l'estimation indicative globale, quand vous la recevez, c'est que vous avez mon âge, vous voyez, il y aura une information relative à la retraite progressive qui sera jointe de manière à ce que le salarié soit informé du dispositif. Je passe parce qu'il y a encore pas mal de choses. Ce qui fait beaucoup parler, ou en tout cas j'ai énormément de questions chaque fois sur ça, c'est est-ce que je pourrais partir plus tôt? Les carrières longues. Alors, attention aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui croient être en carrière longue parce qu'ils ont l'impression d'avoir travaillé très jeune et qui n'y sont pas nécessairement. C'est pas une critique, c'est simplement un constat. Donc, qu'est-ce que c'est aujourd'hui qu'une carrière longue? C'est vous avez travaillé avant 16 ans ou vous avez travaillé avant 20 ans. Vous pouvez effectivement partir soit 4 ans plus tôt que votre âge légal, soit 2 ans plus tôt que votre âge légal. La réforme instaure des nouvelles bornes, c'est-à-dire des nouveaux âges, pas joli. Euh, Au lieu d'avoir 16 et 20, il y a des bornes intermédiaires et une borne supérieure. Donc aujourd'hui, c'est vous avez travaillé avant 16 ans, ou vous avez travaillé avant 18, ou avant 20, ou avant 21. Alors, vous pourrez peut-être, à condition d'avoir validé un certain nombre de trimestres avant l'âge dont on vient de parler, d'avoir validé un certain nombre de trimestres aussi au total, et d'avoir donc cotisé un certain nombre de trimestres au total, alors vous pourrez peut-être partir avant l'âge simple de 64 ans. Alors, je vais essayer de faire un tableau simple, pardon, hein, mais là, si vous avez commencé à travailler avant 16 ans, vous pouvez, avec la réforme, espérer partir dès l'âge de 58 ans, à condition d'avoir, alors il y a des entrées en vigueur progressives sur le nombre de trimestres qu'on va vous demander d'avoir. À condition d'avoir 4 ou 5 trimestres avant l'âge de 16 ans, donc ça c'était déjà une condition qui existait, je reviens sur la diapo précédente, si vous êtes né avant la fin de l'année, il vous faut avoir validé 5 trimestres avant la fin de vos 16 ans, par exemple, et cumulativement, avoir un certain nombre de trimestres à l'âge auquel vous envisagez le départ anticipé. 58 ans, par exemple, au plus tôt. J'ai mis des petits détails, des petits astérisques, etc. C'est très compliqué. Pardon, on a 1 heure donc pour voir pas mal de points. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça. C'est en fait, c'est pour que vous compreniez bien qu'il y a là aussi, vous le voyez, un, un- un report, si j'ose dire, de l'âge de départ anticipé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour un salarié qui a travaillé avant 20 ans, 62 ans, c'est pas un départ anticipé. Pardon, mais c'est son âge légal. Ça va devenir, pour ceux qui ont travaillé avant 20 ans, un départ anticipé, puisque à terme, l'âge légal sera de 64. Donc forcément, l'âge de départ à 62 sera un départ anticipé. Et pour ce faire, il faut remplir des conditions, qui sont soit des conditions de carrière longue, soit des conditions de raison de santé. On va y venir en suivant. Donc, vous voyez que la réforme, évidemment, a aussi des conséquences sur ce qu'on appelle le départ anticipé. C'est assez logique, mais voilà. Il y a évidemment des entrées en vigueur progressives du dispositif. Il y a évidemment des clauses qui permettent de garantir aux salariés qui auraient pu, et notamment ceux qui sont nés entre 61 et 63, qui auraient pu partir à 60, de ne pas se prendre la réforme de plein fouet et donc de toujours pouvoir partir à 60, même si en réalité l'âge aurait dû être un peu plus tardif. Voilà, il y a des dispositions spécifiques. Alors sur ça, sachez, je vous le montrerai tout à l'heure, que le portail Info Retraite a été mis à jour. Donc ça veut dire que pour estimer l'âge de départ anticipé dans le cadre des carrières longues, c'est possible aujourd'hui et depuis d'ailleurs, il me semble, la semaine dernière, cette semaine, enfin vraiment c'est tout récent, ça fait moins d'1 semaine que le portail est à jour. Donc la meilleure, si j'ose dire, solution, c'est quand même de se référer à son propre cas et de regarder combien on a de trimestres avant l'âge en question, donc avant 16, 18, 20, 21, et ou combien potentiellement on aura de trimestres à tel ou tel âge, et à quel âge on peut
éventuellement envisager de partir en carrière longue. Alors, parmi les départs anticipés, il y a aussi les départs anticipés pour raisons de santé. C'est extrêmement technique là aussi, pardon. La retraite est compliquée quand même dans l'ensemble. Bon, alors je vais essayer d'aller droit au but sur les changements. Concernant le départ anticipé pour raison de santé d'un salarié qui est reconnu travailleur handicapé, aujourd'hui, il lui faut une double. Je vais aller sur l'essentiel qui a changé. Il lui faut, pour pouvoir partir au moins ou au plus 9 ans avant l'âge légal, hein, donc 62 moins 9, pas 9 ans, 7 ans. Pour pouvoir partir à partir de 55 ans, il lui faut une double condition, un certain nombre de trimestres validés et un certain nombre de trimestres cotisés. Pardon, là c'est pareil, faudrait faire une thèse sur qu'est-ce qu'un trimestre cotisé, qu'est-ce qu'un trimestre validé. Vous le comprenez, un trimestre cotisé, c'est un trimestre que vous avez travaillé, vous avez cotisé. Un trimestre validé, c'est parfois des trimestres qu'on vous donne sans nécessairement avoir cotisé. Donc, c'est des trimestres qui sont validés pour des périodes où vous n'avez pas cotisé, mais pour lesquelles vous avez acquis tout de même des trimestres. La réforme, pour le salarié qui peut partir en départ anticipé pour raison de handicap, restreint le nombre de trimestres à la seule condition d'un nombre de trimestres cotisés, supprime la condition de trimestres validés qui venait en plus et qui nécessitait plus de trimestres. Donc, il faudra un certain nombre minimum de trimestres cotisés. Je ne vais pas rentrer dans les détails de combien, évidemment, ce n'est pas le sujet. Mais il n'y a plus la double condition qui nécessitait par ailleurs et en outre un certain nombre de trimestres validés. Voilà. Premier changement. Concernant les salariés qui peuvent partir en départ anticipé pour incapacité. Alors aujourd'hui, le salarié qui a une incapacité permanente d'au moins 10%, dont l'origine de l'incapacité est professionnelle, accident de travail, maladie professionnelle, peut partir à 60 ans à taux plein, à condition que son incapacité soit elle est de plus de 20%, et on n'en parle plus, soit si elle est comprise entre 10 et moins de 20%, il faut qu'il ait eu un accident du travail, une maladie professionnelle qui a déclenché cette incapacité, mais aussi avoir été exposé pendant une certaine durée à ces risques professionnels qui ont créé cette incapacité. Une exposition pendant 17 ans aux risques professionnels concernés. Voilà. La réforme ne change pas grand-chose, si vous préférez, dans le raisonnement. Aujourd'hui, demain, un salarié qui va vouloir partir plus tôt en incapacité, plutôt pour une raison d'incapacité, il va pouvoir partir toujours à 60 ans. Donc, on est sur le maintien de l'âge à 60 ans à taux plein, même s'il lui manque des trimestres. Si l'incapacité est supérieure à 20%, elle est toujours consécutive à un accident de travail, maladie professionnelle. Et si on est dans une incapacité inférieure à 20%, mais supérieure ou égale à 10%, alors il ne va pas pouvoir partir à 60 ans, mais à 62, en tout cas à l'âge légal moins 2, donc il va y avoir là aussi une période transitoire, à 62 à taux plein, à condition d'avoir été exposé à des risques professionnels pendant 17 ans. Alors il y avait été question de ramener cette durée d'exposition à 5 ans. Dans le décret qui nous est apparu, on n'a rien vu. On cherche, on n'a rien vu. Donc on est encore sur une durée d'exposition au risque professionnel de 17 ans, avec un âge qui a été porté de 60 à 62 progressivement, donc âge légal moins 2. Nouveau motif de départ anticipé. Aujourd'hui, un salarié qui est invalide ou inapte et qui a 62 ans peut partir. Donc, vous allez me dire, super, il peut déjà partir puisqu'il part à la retraite. Oui. Par contre, aujourd'hui, il part, mais il a le taux plein. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas un départ anticipé, par 62, mais, si vous voulez, la compensation, c'est le taux plein. De même, cette invalidité, cette inaptitude crée un nouveau droit de départ anticipé. Oui, parce que demain, l'âge légal sera plus 62, ce sera 64. Et pourtant, ces salariés en invalidité ou inaptitude qui vont liquider leur retraite pourront le faire dès 62 à taux plein. Et donc, ça crée, si vous voulez, un nouveau droit de départ anticipé, puisque 62 aujourd'hui, c'est l'âge légal, mais demain, ça ne sera pas l'âge légal. Donc, ce sera un nouveau cas de départ anticipé. Voilà. Concernant la pré-retraite ambiante, je ne m'y appesantis pas. D'abord parce que là aussi, pardon, mais on est dans des considérations techniques, mais
surtout parce que ça n'a pas changé. On est sur un départ anticipé possible dès l'âge de 50 ans. Il n'y a pas eu de changement sur ça. Voilà. Ce dont je vous parlais, c'est la mise à jour du portail. Donc, si vous allez sur le portail, vous allez voir, comme vous dit, que pour estimer votre retraite, le simulateur intègre la carrière longue dans les résultats. Et en effet, lorsque vous allez plus loin dans le portail, vous arrivez sur votre compte. Là, vous êtes sur votre compte. Et dans votre estimation retraite, on vous dit que le service intègre progressivement, ben oui, progressivement, les mises à jour liées à la réforme des retraites. Et donc, en effet, vous pouvez avoir une estimation de votre retraite. Si vous êtes dans un dispositif de carrière longue, ça sera proposé, si je veux dire, ça sera en tout cas calculé de manière à vous répondre à la question de est-ce que je suis vraiment en carrière longue ou pas. Et là, attention, parfois aux surprises, je vous assure que j'ai beaucoup de gens qui croient y être et qui n'y sont pas. Et voilà. Bon. Souvent un manque de trimestre. C'est-à-dire ils ont travaillé en effet, mais sur des périodes qui n'ont pas été suffisamment cotisées. Donc, soit dans le niveau de salaire, soit dans le nombre de trimestres finalement. Voilà. 5 trimestres avant l'âge en question, ouais, c'est quand même pas mal. Bon. Donc, je passe sur ça, vraiment, c'est des diverses mesures en vrac. Mais on en entend parler, donc les enfants, est-ce qu'il y a eu des gros changements? Oui, alors c'est toujours le village gaulois français, hein. Vous savez qu'on avait été retoqué par l'Europe sur le partage de trimestres supplémentaires pour le nombre d'enfants, pour pour le nombre, enfin, par rapport, vous savez qu'il y a 4 trimestres pour la grossesse et 4 trimestres de plus pour l'éducation de l'enfant. Ces 4 trimestres de plus peuvent être partagés entre les parents. Sachant que aujourd'hui, le père, par exemple, peut prendre les 4 trimestres si il en fait la demande des 3 ans de l'enfant. Enfin bon, bref. Demain, même si on partage les trimestres d'éducation, il y aura nécessairement, obligatoirement 2 de ces 4 trimestres qui reviennent à la mère. Donc on revient dans un dispositif pour lequel l'Europe nous avait un peu retoqué quand même, en nous disant qu'il n'y avait pas que la mère qui éduquait l'enfant, et donc il s'agissait peut-être de prendre en compte aussi le père. Voilà. Et bien voilà, on revient dans un système où finalement la mère n'en aura pas forcément 8, c'est-à-dire 4 plus 4, mais elle en aura forcément 6. Voilà. Bon, je passe sur les surcotes. C'est pour les personnes qui auront un taux plein à l'âge légal moins 1 an. Vous voyez les surcotes si vous avez eu des enfants. Donc, si vous n'avez pas eu d'enfants, que vous avez un taux plein, 1 an avant l'âge légal, ben, pas de bol, vous n'aurez pas de surcote. Par contre, il vous suffit d'avoir eu un enfant ou au moins un trimestre cotisé, enfin, un trimestre validé au titre des enfants pour que, si vous avez le taux plein, avant l'âge légal, 1 an avant, ben, vous aurez une surcote au titre des trimestres supplémentaires. Bon, bref. Et après, si je l'ai mis, c'est parce qu'il ne faut pas se méprendre. On vous dit que les stages sont assimilés à des périodes de cotisation. Oui, bon, attendez, cool, pas les stages actuels. En fait, c'est qu'ils ont repris les anciens stages qu'on a pu connaître. Alors, je ne m'adresse pas à ceux qui ont 20 ans, si vous voulez. Les TUC, notamment, vous avez dû connaître ça si vous avez plutôt mon âge, toutes ces périodes, en tout cas, de contrats aidés ou de stages dans le cadre du plan bar, etc., c'était des périodes qui n'étaient pas reconnues pour les périodes de cotisation. Voilà, c'est des reconnaissances de périodes antérieures et ensuite des possibilités de rachat de trimestres qui sont assouplies, c'est-à-dire qu'on laisse le temps aux personnes qui souhaitent racheter les trimestres au titre de période d'études supérieures, de stages, etc., on leur laisse un peu plus le temps de réagir. Parce que jusqu'à maintenant, il fallait faire FISA, il fallait faire super vite. Maintenant, ils ont un peu plus de temps. Voilà. Je ne pas assez vite. Hein, voilà. Le truc qui nous a stupéfait, pardon, en paye. La réforme des retraites a introduit un régime social des indemnités de rupture conventionnelles, notamment, modifié. Alors, le régime social est modifié, mais surtout au niveau de la rupture conventionnelle aussi, un taux de contribution patronale qui a été augmenté. Alors, je vais essayer de faire simple. L'idée, c'est que le législateur s'est aperçu qu'il y avait quand même pas mal de ruptures conventionnelles quelques années avant l'âge de départ à la retraite. Et en fait,
c'était a priori pour éviter le coût du départ à la retraite, du départ volontaire à la retraite, parce qu'une rupture conventionnelle coûte moins cher qu'un départ volontaire à la retraite. Sauf que du coup, je ne rentre pas dans les détails. Hein. Pour ceux qui font l'appel, vous voyez à peu près comment ça fonctionne. Le problème, c'est que ça freine le maintien dans l'emploi des seniors, et c'est surtout un effet d'aubaine que le législateur a voulu revoir. Donc, un amendement a été déposé, adopté, etc., qui fait qu'aujourd'hui, il y a une uniformisation du régime social, donc les cotisations, on n'est toujours pas sur une harmonisation au niveau fiscal, hein, pas pour l'instant en tout cas, une harmonisation au niveau social de ce que va coûter, si j'ose dire, l'indemnité de rupture conventionnelle et l'indemnité de mise à la retraite. Alors, je ne l'ai pas noté là, mais et ensuite c'est compliqué, il y avait une différenciation entre l'indemnité de rupture conventionnelle versée à un salarié qui est en âge de prendre la retraite et l'indemnité de rupture conventionnelle versée à un salarié qui n'est pas en âge de prendre la retraite. Alors vous allez comprendre. Je fais voilà, un tableau parce que je vais directement sur l'indemnité de rupture conventionnelle, je reviendrai sur l'indemnité de mise à la retraite. Actuellement, pour un salarié qui n'est pas en droit de prendre la retraite, donc vous faites une rupture conventionnelle avec un salarié de 40 ans. Voilà, au moins tout le monde comprend ce que ça veut dire. Votre indemnité, l'indemnité, elle est exonérée de tout. Elle est exonérée de tout si vous ne dépassez pas certaines limites. J'ai mis les limites prévues par les textes, vous les connaissez. Au niveau des cotisations, c'est 2 plafonds annuels de sécurité sociale ou 2 fois la rémunération annuelle brute de l'année précédente rupture. Pour la CSG, c'est le niveau de l'indemnité légale ou conventionnelle à laquelle le salarié a droit. Bref. Aujourd'hui, un salarié qui perçoit une indemnité de rupture conventionnelle ne paie pas de cotisation, l'employeur non plus d'ailleurs, si vous versez en gros ce à quoi il a droit. Par contre, vous vous souvenez, François Hollande avait instauré une contribution, enfin, un forfait social de 20% sur le montant de l'indemnité de rupture conventionnelle. 1er septembre 2023, ce taux de contribution patronale ne s'appellera plus forfait social, il s'appellera contribution patronale et ne sera plus de 20 mais de 30%. Tout le reste ne change pas. Le salarié n'est pas en droit de prendre sa retraite, l'indemnité reste exonérée dans les limites prévues et, par contre, au lieu des 20% de forfait social, vous allez payer 30% de contribution patronale. Alors, vous allez me dire, ok, on est en juin, en septembre, c'est bon, je peux partir à la plage. Oui, alors donc partez à la plage, mais faites attention, si vous devez chiffrer le coût de la rupture, chiffrez-le correctement. C'est-à-dire que si votre rupture prend effet, parce qu'en fait, ce qui est prévu dans le texte, c'est que c'est pour une prise d'effet de la rupture au 1er septembre. Or, on ne se décide pas du jour au lendemain la rupture conventionnelle. On a un délai, enfin plutôt deux, le délai de rétractation et le délai d'homologation. En gros, on se prend un mois dans la vue. Bon. Donc, ça veut dire que les ruptures conventionnelles que vous allez commencer à signer avec des délais RICRAC fin juillet, c'est des ruptures conventionnelles auxquelles vont s'appliquer l'indemnité, en tout cas la contribution patronale de 30%. C'est pour ça que je l'ai entouré en bas. Attention, rupture conventionnelle signée à partir de fin juillet à peu près, avec les délais de rétractation et le délai d'homologation, on est sur ça. Voilà. Donc en effet, ça sera qu'à partir du 1er septembre que sur les bulletins va apparaître le taux de 30 et non pas de 20. Mais ce n'est pas une rupture qui aura été signée le 1er septembre. Ce n'est pas la date de signature de la rupture, c'est la date d'effet. Concernant le salarié qui est en droit de prendre la retraite, aujourd'hui, attention, 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 attention. Si vous avez un salarié qui est en droit de prendre la retraite, aujourd'hui, vous avez l'URSSAF, le Cour des contrôles, qui vous demande, pour les salariés d'un certain âge avec lesquels vous avez fait des ruptures conventionnelles, systématiquement, le document qui atteste que le salarié n'est pas en droit de prendre la retraite. Pourquoi il vous demande ça? Parce que si le salarié est en droit de prendre sa retraite au moment où vous signez la rupture conventionnelle, alors l'indemnité de rupture conventionnelle est soumise. Ça, c'est actuellement. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des cotisations qui auraient dû être payées sur l'indemnité signée avec un salarié qui est en droit de prendre la retraite. Ça va changer. C'est-à-dire que à partir du 1er septembre 2023,
que le salarié soit en droit de prendre sa retraite ou pas, l'indemnité de rupture conventionnelle restera exonérée de cotisations, exonérée de CSG, CRDS. Par contre, on n'a pas encore un alignement au plan fiscal. Donc, elle ne sera pas a priori, en tout cas pas pour l'instant, exonérée d'impôts. Et cette indemnité-là, qui ne faisait donc pas l'objet du forfait social, parce qu'à ce sujet il y a cotisation, va par contre faire l'objet de la fameuse contribution patronale de 30%. Donc on a un alignement strict sur rupture conventionnelle avec un salarié de 40 ans, rupture conventionnelle avec un salarié de 63 ans ou 64 ans au moment de la rupture conventionnelle, voilà. Donc, puisqu'avec l'entrée en vigueur progressive de la réforme, on peut imaginer qu'on est sur un âge légal à 63, pourquoi pas. Attention, aujourd'hui, avec ce salarié-là, vous soumettez à cotisation, ça ne sera plus le cas. En revanche, vous allez devoir payer la contribution patronale. Et pour finir sur l'alignement total des indemnités dans le cadre du départ à la retraite, si j'ose dire, il y a aussi le vrai départ à la retraite, c'est-à-dire la mise à la retraite. Aujourd'hui, une mise à la retraite, alors compliqué une mise à la retraite, hein, c'est pour de vrai à 70 ans, et si le salarié est d'accord, à partir de l'âge du taux plein. Donc, on l'a vu, 67. À 67 ans, on peut lui dire, vous pouvez lui demander s'il veut partir. S'il est d'accord, c'est une mise à la retraite. S'il n'est pas d'accord, il reste. À 68, à 69, vous pouvez réitérer la question. S'il est d'accord, c'est une mise à la retraite. S'il n'est pas d'accord, il reste. Et ce n'est qu'à 70 ans que vous pouvez le mettre à la retraite d'office. Quand vous faites une mise à la retraite, aujourd'hui, la somme que vous versez est exonérée de cotisations, d'impôts, de CSG, ainsi de suite. Par contre, elle est soumise à une contribution patronale qui est de 50% que vous versez à l'URSSAF. De même, alignement, cette contribution patronale, c'est une contribution spécifique aujourd'hui. Demain, ça deviendra la fameuse contribution patronale de 30%, non pas d'ailleurs à ce propos sur le montant de l'indemnité, mais sur le montant de l'indemnité exonérée. C'est pas tout à fait pareil, hein. Aujourd'hui, vous versez au salarié plus que ce à quoi il a droit. Vous allez devoir payer 50% de contribution spécifique sur la totalité de l'indemnité. Demain, vous versez au salarié plus que ce à quoi il a droit. Vous ne payerez que 30% sur la part de l'indemnité exonérée. On je dis que 30% parce qu'on passe de 50 à 30, mais c'est surtout l'assiette. Lorsque vous versez au salarié un montant plus élevé que le montant auquel il a droit, il peut y avoir une partie qui est soumise. C'est seulement la partie exonérée qui va faire l'objet de la contribution patronale de 30%. Là, vous êtes anéanti normalement. Peut-être pas forcément par les nouvelles, mais par la technicité. Je suis vraiment désolée, vraiment, de vous faire subir ce genre d'infos. Ce sera plus léger après la petite pause qu'on vous propose concernant la présentation du module dont vous a parlé Sylvie tout à l'heure, du module BDSE qui est proposé par SILAE, mis à disposition donc par Externa. Petite pause récréative pour ensuite se retrouver sur le projet de loi de partage de la valeur et un peu de jurisprudence pour calmer tout ça. Donc, je vais vous proposer, Sylvie, je ne sais pas si tu as Oui. quelque chose à ajouter. Non, pas à ajouter, je suis sous le choc également. Euh, oui, une vidéo pour faire une pause, pour reprendre un peu ton souffle aussi, un peu ton souffle, Nathalie, pour que tu nous partages cette vidéo. On se tient à votre disposition, bien entendu, si vous souhaitez avoir des informations supplémentaires sur le SILAE BI et sur un module. Voilà, il y a SILAE BI, c'est aussi du reporting à la carte. Voilà, on vous expliquera tout ça si vous le souhaitez. Allez. Bonjour, nous vous présentons un module de SILAE BI, la BDESE. Votre outil de pilotage SILAE BI, pilotage des données RH et Paye, vous permet de créer la BDESE que vous allez pouvoir mettre à disposition de vos élus.
Vous voyez que si la BI permet de créer également l'index d'égalité femmes-hommes, qui se construit voilà, de la même manière que la BDESE que nous vous présentons ici. Pour créer une nouvelle BDESE, il suffit de lui donner un titre, de choisir son année. On répond à quelques questions pour lancer la génération de la base. Alors, j'enlève ici les stagiaires, les stages de la formation professionnelle et j'enlève aussi les agents du public. Je peux créer une BDESE en copiant une existante et l'intérêt ici, lorsque je réponds à des questions financières et RH qui ne sont pas disponibles dans la base de données SILA BI, ça vous permet de reprendre ces données-là, voilà, sans devoir aller ressaisir manuellement. Ici, je sélectionne tous les indicateurs que je souhaite intégrer dans ma BDESE. Par défaut, j'ai des indicateurs présélectionnés par rapport à ma taille d'entreprise. Voilà. Les indicateurs bleus sont automatiquement calculés par la base de données SILA BI. Les rouges seront à intégrer manuellement pour finaliser sa BDESE. Une fois que la BDESE est paramétrée, j'ai ici un accès direct. Je peux sélectionner très rapidement la BDESE sur laquelle je vais exploiter les données. Voilà. Bien sûr, la BDESE est imprimable et vous pouvez donner un accès exclusif voilà, à celle-ci aux membres du CSE. Vous retrouvez tous les indicateurs que vous avez sélectionnés et que vous avez renseignés manuellement pour ceux qui ne sont pas disponibles directement dans la base de données SILA BI. Elle est imprimable et exportable en PDF. L'index d'égalité femmes-hommes se construira de cette même manière, simple et intuitive, en répondant aux questions et en descendant de les mettre également à disposition ou non des membres du CSE. SILA BI est un outil de pilotage des données RHPay qui vous permet d'avoir accès à votre tableau de bord interactif, à des rapports personnalisés et de mettre en place la BDESE pour vos élus et pour une utilisation interne. Merci pour votre écoute et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci Nathalie pour ce partage et Voilà. à la suite. Ben oui. Alors, pour ceux qui ont suivi la web actu de mars, on en avait parlé on était revenu sur la prime de partage de la valeur. J'ai repris le même schéma, mais c'est pas de ça dont il s'agit. Enfin, on avait parlé d'un accord national interprofessionnel sur le partage de la valeur. Qui, du coup, est quand même à l'origine de ce fameux projet de loi. Alors, c'est là où on a décerné le prix du jury. Viendra le prix de l'interprétation ensuite. Hein. Le prix du jury a été décerné au projet de loi sur le partage de la valeur. Alors, c'était un accord, alors, pardon pour la diapo insupportable, mais je vais essayer de décrire les informations de manière à ce que vous ayez des informations exhaustives. En fait, il y a eu un accord national interprofessionnel qui a été conclu. Vous savez comment ça fonctionne, les accords nationaux interprofessionnels, c'est les partenaires sociaux qui ont conclu cet accord-là en février. Il a fait l'objet d'une transposition dans le cadre d'un projet de loi qui a été déposé le 24 mai, qui sera examiné à l'Assemblée nationale fin juin.
L'objectif, c'est de dynamiser le partage de la valeur et notamment, toujours pareil, hein, le législateur court après le développement de la mise en place de l'intéressement dans les entreprises, des plans d'épargne, etc. Je vais aller vraiment à l'essentiel de l'essentiel. Bon, pour ceux qui ont eu le courage de rester, je vais essayer de ne pas vous achever complètement. Concernant les entreprises, le projet de loi reprend l'accord national interprofessionnel, vraiment. Hein. Donc, dans son article 2, le projet de loi prévoit que pour les entreprises de moins de 50 salariés, si l'entreprise veut mettre en place de la participation, elle peut le faire hein, avec un calcul moins favorable que le calcul de la formule légale de réserve spéciale de participation. Donc aujourd'hui, un calcul de réserve spéciale de participation peut se faire avec un régime dérogatoire de participation peut être mis en place, à condition soit de respecter la formule légale, soit d'être dans un régime plus favorable que la formule légale. Pardon, vous ne me voyez peut-être pas, mais je suis en train de me déplacer avec mon ordinateur pour des raisons techniques de batterie d'ordinateur. Hein, c'est des incidents du direct. Voilà. Donc, aujourd'hui, l'entreprise de moins de 50 salariés qui veut mettre en place la participation, elle n'a pas le choix. C'est un régime de participation classique, hein, réserve spéciale, ou bien, pourquoi pas, un régime plus favorable. L'idée, c'est de pouvoir faire un régime moins favorable que la formule légale de réserve spéciale de participation. À titre expérimental, les entreprises qui feraient la démarche de mettre en place de la participation alors qu'elles n'y sont pas obligées pourraient appliquer une formule de calcul moins favorable. Sachant que les branches professionnelles sont incitées aussi à ouvrir très rapidement, hein, on a moins d'un an là, on a un an devant nous, des négociations pour créer des accords types, qu'on pourrait appeler des accords d'accès direct, pour mettre en place la participation dans ces petites entreprises. Ça, c'est le premier point, donc participation moins favorable que le régime classique. Pour les, on va dire, très petites entreprises, en tout cas les entreprises à partir de 11 et moins de 50 salariés, le projet de loi prévoit d'obliger l'instauration d'un dispositif de partage de la valeur, alors que ce soit la mise en place d'un intéressement, de participation, d'abonnement sur des plans, pardon, décidément, il y a un problème technique, d'abonnement sur des plans d'épargne, etc. Si l'entreprise est en société et que son bénéfice net est égal au moins pendant 3 années consécutives à 1% du chiffre d'affaires, alors elle sera obligée de partager la valeur. En gros, hein, c'est si elle fait du résultat, et le résultat est fixé par le législateur à au moins 1% du chiffre d'affaires pendant 3 années, 3 exercices consécutifs, cette société, ça ne s'applique pas aux entreprises individuelles, cette société va devoir obligatoirement mettre en place un dispositif de partage de la valeur. Un dispositif qui existe déjà aujourd'hui. Ils n'ont pas inventé des nouveaux dispositifs, ils ont simplement prévu que ces dispositifs soient élargis, mis en place de façon plus automatique, si j'ose dire. Enfin, pas tout à fait enfin, mais concernant les entreprises de plus de 50 salariés, il va y avoir une notion de résultat exceptionnel qui va devoir être définie pour considérer si l'entreprise a des résultats exceptionnels, alors elle va devoir engager des négociations obligatoires sur des suppléments d'épargne salariale ou de participation au partage de la valeur. Je reprends. L'entreprise a des résultats. S'ils sont considérés comme exceptionnels, alors la définition de résultat exceptionnel, on y reviendra, hein, on est dans l'état de projet de loi là. La notion de résultat exceptionnel, qui la définira, a priori, c'est au sein de l'entreprise, etc. Bon, bref, si l'entreprise a des résultats, elle va devoir en redistribuer une partie à ses salariés. Dans le cadre donc de suppléments de participation ou de mise en place d'intéressement ou de suppléments d'intéressement ou de PPV, etc., etc. Ce versement-là, l'entreprise en gros ne pourra pas y échapper, en tout cas elle ne pourra pas échapper à la négociation, ça fera partie d'un nouveau sujet de négociation obligatoire dans les entreprises de moins de 50 salariés. Concernant ces entreprises-là, vous le savez peut-être, hein, aujourd'hui, si elles ont un accord d'intéressement et qu'elles franchissent le seuil de 50, elles ont un délai de 3 ans avant de mettre en place la participation. Donc, au-delà du délai de franchissement du seuil. En gros, avec la loi Pacte, il faut avoir franchi le seuil
pendant 5 ans, de plus de 50 salariés, et à ce moment-là, vous êtes obligé de mettre en place la participation, sauf si l'entreprise a déjà un accord d'intéressement, il a encore un délai de 3 ans supplémentaires. Ce délai est supprimé de 3 ans supplémentaires. Voilà, dans le projet de. Voilà. Parmi les choses nouvelles du projet parmi les nouveautés, alors là, accrochez-vous, hein, voilà, c'est pas le premier point, c'est le deuxième point dont je voulais vous parler, qui est ici. C'est un nouveau dispositif qu'on appellera le PPVE, le plan de partage de valorisation de l'entreprise. L'idée, c'est que si l'entreprise prend de la valeur, on ne parle pas des résultats, on parle de la valeur de l'entreprise. Alors, la valeur de l'entreprise va être définie par un commissaire aux comptes à un instant T. Un accord facultatif sera signé et si cette valeur qui a été définie par le commissaire aux comptes à un instant T augmente pendant la durée du plan de partage de valorisation d'entreprise, alors il va y avoir une redistribution d'une somme aux salariés qui va être en fonction d'un taux de variation de la valeur. Alors, pardon, je suis désolée. Imaginons, on fixe une valeur à l'entreprise à un instant T. Cette valeur augmente et augmente en moyenne de 2%. Il va y avoir donc une somme qui va être distribuée aux salariés au titre de ce plan de partage de la valorisation de l'entreprise. Le montant de référence aura été déterminé dans l'accord, imaginons 1000 euros, fois 2%. Ce montant sera versé aux salariés sous forme de prime au titre du plan de partage de valorisation de l'entreprise, sachant que ce montant sera sur le principe exonéré de cotisations sociales, à condition de ne pas dépasser le montant maximum qui pourrait être versé par an et par salarié, qui est de 3/4 du plafond annuel de Sécu. Encore une fois, pardon pour les détails techniques. Et cette somme sera exonérée d'impôts à condition de ne pas dépasser dans la limite de 5% des 3/4 du plafond, mais, et c'est le principe de l'intéressement ou de la participation, etc., à condition que la somme soit épargnée. Voilà. Cette somme-là fera l'objet de ce que nous, aujourd'hui, on appellerait un forfait social de 20%. Ce ne sera plus un forfait social à proprement parler, ce sera une contribution patronale qui viendra alimenter la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Tiens, on se dira, voilà, bon, voilà. Voilà, donc ça, c'est un dispositif qui devrait entrer en vigueur, qui est en tout cas porté par l'article 7 et 8 du projet de loi. Il faut vous attendre à ce que vous en entendiez parler, parce que c'est nouveau. Et enfin, concernant le dispositif de prime de partage de la valeur que vous connaissez aujourd'hui déjà, le législateur souhaite qu'il puisse être élargi, c'est-à-dire ne plus pouvoir verser qu'une seule fois la prime dans l'année, mais 2 fois. Les limites d'exonération sont restées les mêmes, 3 000 euros, 6 000 si vous avez un intéressement. Et possibilité d'épargner cette prime dans un plan d'épargne entreprise afin de l'exonérer d'impôts. Et concernant justement les exonérations, il y a une prolongation des exonérations qui existe aujourd'hui pour tout le monde jusqu'à 3 SMIC et qui devait disparaître au 1er janvier 2024 pour les entreprises de plus de 50 qui devait disparaître au 1er janvier 2024. Il y a une prolongation des exonérations sociales et fiscales, en tout cas pour les entreprises de moins de 50 salariés, jusqu'au 31 décembre 2026. Là, on est sur la prime de partage de la valeur que tout le monde connaît. Hein. Donc voilà. Donc simplement pour les entreprises de moins de 50 salariés, exonération, prolongation des exonérations voilà, pour les salariés dont le salaire ne dépasse pas 3 SMIC. Je ne sais pas si c'est clair, enfin, il y aura des questions si ce n'est pas très clair. Donc ça, on est à l'état de projet de loi. Hein. Donc on est certainement pas sur des détails affinés. Hein. Il manque la loi, il manque les décrets. Enfin, bon, vraiment, c'est juste pour vous sensibiliser. Ça, c'est encore plus technique. L'idée, c'est de développer l'actionnariat salarié. Bon, bref, je pense que vous le regarderez. Ah, le prix d'interprétation. Non, mais le prix d'interprétation remis à la Cour de cassation pour son interprétation du droit. Quelqu'un qui interprète aussi bien le droit que la Cour de cassation, moi, je ne connais pas. Donc, ils ont mérité le prix d'interprétation. Et alors, on va faire l'état de quelques jurisprudences sur la durée du travail et deux jurisprudences qui n'ont rien à voir avec la durée du travail. Alors ici, c'est le dépassement des durées maximales. Attention, le salarié n'a pas dépassé les durées maximales, 10 heures de travail par jour,
je sais plus, j'ai plus d'exemples, 48 heures maxi de manière absolue sur la semaine, etc., etc. Donc ici, on était sur 10 heures de travail quotidien. La salariée a demandé des dommages et intérêts. La cour d'appel a dit, et alors, t'étais crevé? Enfin, pardon, elle lui a pas dit ça, mais elle lui a demandé si finalement elle avait subi un préjudice du fait d'avoir travaillé plus de 10 heures. Non, mais la cour de cassation a dit, mais enfin, il n'y a pas besoin de prouver un quelconque préjudice. Du moment que les durées maximales sont dépassées, le préjudice est comment dire, sous-entendu, il n'y a pas à prouver un quelconque préjudice. Le seul constat, pas constant, n'importe quoi, j'ai fait une faute d'orthographe. Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit pour la salariée à dommages et intérêts. Donc en fait, quel que soit euh, le dépassement de la durée maximale, à partir du moment où le salarié dépasse les durées maximales autorisées, il y a automatiquement préjudice, sous-entendu en tout cas, il y a automatiquement dommage et intérêt sans avoir à prouver un quelconque préjudice. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est attention à vos preuves en matière de durée de travail. Si vous avez un affichage dans les locaux avec 8h midi, 14h, 18h, pourquoi pas? Ça, c'est ce qu'on appelle une durée collective. Si par contre, certains salariés ont, par exemple, des plages fixes et des plages variables, on n'est plus sur une durée collective. On est sur des durées individualisées. Ou s'il n'y a pas de durée collective, que un tel a fait 8h midi, 14-18, et l'autre fait 9h, 13h, etc., etc. On est sur des durées individuelles. Ici, c'est l'inspecteur du travail qui a dressé contravention au regard du non-respect des modalités de contrôle de la durée du travail, parce qu'en fait, l'entreprise n'avait pas un horaire de travail collectif, en conséquence de quoi elle aurait dû justifier des horaires individualisés de chacun des salariés qui n'étaient pas dans le cadre de l'horaire collectif. C'est une décision du Conseil d'État, vous voyez, c'est pas la Cour de cassation. Le Conseil d'État s'est incrusté dans la remise de la palme. Donc, ici, en cas d'horaire collectif, ok, l'horaire affiché, c'est formidable. Par contre, en cas d'horaire individuel, pas du tout. Le Conseil d'État rappelle que quand les salariés ont tous le même horaire, que c'est un horaire collectif, nickel, il suffit de l'afficher, tout va bien. Par contre, quand le salarié a un horaire individuel, l'employeur est tenu d'établir un décompte de l'horaire de chaque salarié et de le fournir. Donc, c'est encore une question de preuve de la durée de travail. Donc, chaque fois qu'on se retrouve, chaque fois on en reparle, mais bon, assurez-vous d'avoir des moyens de preuve. C'est toujours à l'employeur plus. Là, on est sur une décision du Conseil d'État, mais en matière de cour de cassation, quand il s'agira du salarié contre l'employeur, c'est toujours à l'employeur à prouver les horaires de travail du salarié. Donc, effectivement, bien souvent, vos salariés ne sont pas en horaire collectif. Et bien souvent, on ne se ménage pas assez de preuves en matière de durée de travail individuelle. Voilà. Donc, c'est encore pour faire une piqûre de rappel. Autre point. Alors, là, on est sur des chantiers où les salariés, c'est le travail de goudron notamment. Hein, donc, les salariés disaient, ben oui, mais nous, on est obligés de mettre des tenues de travail spécifiques, de les enlever à la fin de la journée de travail parce on est plein de goudron. Et donc, ils demandaient des contreparties sur le temps d'habillage et de déshabillage. Alors, pour ceux qui lisent les potins de la paye, vous avez sans doute vu que j'appelais ça encore une coup de l'amendement muqué. Oui, alors à l'époque, on a eu un amendement dans la règle relative au temps d'habillage et de déshabillage qui a été déposé, qui a modifié un article du Code du travail qui était suite à une jurisprudence mutée, c'est-à-dire que les salariés d'Euro Disney, ou Disneyland Paris pour les plus jeunes, prétendaient qu'ils ne pouvaient pas se promener à Mickey dans le métro, qu'il fallait qu'ils se changent sur place et que le soir, il était hors de question qu'ils repartent à Mickey dans le métro, ou dans le RER plus précisément. En effet, l'habillage et le déshabillage étaient obligatoirement faits sur le lieu de travail et imposés dans le cadre du travail. Oui, parce que Mickey habillant pas Mickey, franchement, ça n'a aucun intérêt. Voilà. Bon. Bref. Donc, lorsque l'habillage est imposé dans le cadre du travail, ou en tout cas au regard d'obligations, règlements intérieurs, dispositions, voilà, bref, et que cet habillage doit se faire sur le lieu de travail, alors il doit y avoir une contrepartie. Ici, les salariés font un travail d'enrobé de bitume et de goudron, etc.
La cour d'appel dit oui, mais attends, c'est bon, c'est peut-être salissant, mais enfin, c'est pas sur la liste des travaux salissants. Oui, enfin, la Cour de cassation quand même dit, au bout d'un moment, vu que dans le règlement intérieur, on dit qu'ils sont obligés de s'habiller pour avoir des dispositifs de protection notamment, et que ces équipements sont mis et enlevés, alors dans l'entreprise, on va parler plutôt de chantier quand même, hein, parce qu'on n'est pas forcément dans l'entreprise, on est sur le chantier. La Cour d'appel aurait dû dire, il doit y avoir contrepartie. Alors, je n'ai pas dit qu'il fallait payer le temps de travail effectif, hein. Il faut verser peut-être une prime d'habillage, une prime de déshabillage, enfin, que sais-je. C'est pas forcément du temps de travail, au contraire. Si c'est du temps de travail, le problème est résolu. C'est si vous ne le comptabilisez pas dans le temps de travail, il faut verser une contrepartie, soit en temps, soit en argent. La contrepartie est obligatoire à partir du moment où il y a les deux conditions. Et pour la Cour de cassation, les deux conditions sont réunies parce que le port de la tenue est imposé par le règlement intérieur et que l'habillage doit se faire sur le chantier. Donc ici, les maçons, aides-maçons, alors ça fout un peu le vertige quand même quand on lit maçon, aide-maçon, etc. Parce qu'il me semble qu'il y a des métiers, peut-être qui vous concernent, qui sont concernés. Donc à voir. Contrepartie financière ou en temps au regard de l'habillage qui doit obligatoirement se faire sur le lieu de travail et compte tenu des circonstances, des conditions, du règlement intérieur, de la salissure. Ah oui, alors lui, tiens, le 7 juin, c'est pas vieux, hein, et, entre le poste de garde et son bureau, il trouvait qu'il mettait 15 minutes. Et il s'est dit, mais attends, ce pas là, moi, pendant ce temps-là, ils sont bien gentils, mais moi, je vais me le faire payer. Donc, il a demandé à ce que ce soit considéré comme du temps de travail effectif. Donc, entre le moment où il rentre dans le site et la pointeuse, c'est même pas son bureau, c'est la pointeuse, euh, il dit, moi, tout ce temps, 15 minutes le matin, 15 minutes le soir, tu vas me payer. Donc, il dit, bon, pendant ce temps-là, je peux rien faire d'autre, parce qu'on me demande d'abord de pointer, ensuite, je suis contrôlé par le poste de garde, enfin, je suis contrôlé parce que sur site, je n'ai pas le droit de faire n'importe quoi, etc. Je dois respecter les consignes de sécurité, à tel endroit, je ne dois pas fumer, ainsi de suite, ainsi de suite. La cour d'appel dit n'importe quoi, c'est pas du temps de travail, d'autant plus parce que c'est un salarié qui était détaché sur un site, alors pour le dire, d'EDF en plus. Enfin, en plus ou moins, c'est que c'était sur le site d'EDF, mais c'était pas un salarié EDF. Donc il allait sur le site, et le règlement intérieur, la cour d'appel dit, oh, c'est le règlement intérieur d'EDF. C'est pas le règlement intérieur de ton employeur qui t'impose les consignes de sécurité. Ok. Et ensuite, pendant ce temps-là, tu peux téléphoner à ta femme. Bon, enfin, elle lui a pas dit ça, la cour d'appel. Mais bon, en gros, c'est ça. Donc il n'est pas forcément à la disposition de l'employeur. La Cour de cassation n'a pas dit que la Cour d'appel avait raison ou tort. La Cour de cassation a dit, oh là là, avant de dire qu'il y a droit à rien, il aurait fallu rechercher si le salarié est, pendant ce temps-là, à la disposition de l'employeur, et si, pendant ce temps-là, il peut vaquer à des occupations personnelles du fait des contraintes qui lui sont imposées. Donc, elle a renvoyé l'affaire, vous savez comment ça fonctionne, pour qu'elle soit rejugée. On regarde ces points-là. Voilà. Et autre chose, autre salle, autre ambiance, et on est plus du tout sur la durée de travail. On est sur le salarié qui dit j'ai jamais été payé, l'employeur qui dit mais si regarde, je t'ai fait le chèque et en plus je l'ai photocopié. C'était une période de mise à pied qui avait été payée finalement. L'employeur donc dit ben, regarde, je t'ai fait un bulletin avec le paiement du salaire et en plus j'ai la photocopie du chèque. La cour d'appel dit, bah ouais, il a été payé le mec. La cour de cassation dit, mais pas du tout. C'est pas parce qu'on montre le bulletin, c'est pas parce qu'on montre le chèque que ça prouve le paiement. Il aurait fallu prouver en comptabilité que la somme a été encaissée. En gros, hein. Donc l'employeur doit rapporter la preuve. Et ce n'est ni la remise du bulletin, ni la remise du chèque qui prouve que la somme a été encaissée, payée. Il suffit de mettre un bulletin, de faire un chèque, de le garder, de jamais l'envoyer, et à ce moment-là, on serait libéré de l'obligation. Pas du tout. Pour la Cour de cassation, pas du tout. Et enfin, ça aussi c'est assez récent, ça rebondit sur une jurisprudence qu'on avait déjà vue la fois dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, une salariée qui avait demandé à ce que avoir les bulletins de salaire de ses copains hommes, copains, collègues en tout cas. Parce qu'elle disait, moi, pendant ce temps-là, je ne suis pas augmentée, les autres sont augmentés. Et pourtant, on fait le même taf. Et on a la même ancienneté, ainsi de suite. Là, c'est des représentants du personnel qui disent, parce qu'on est représentant du personnel, on évolue moins vite que les autres. Donc, ils demandent en référé à avoir la communication des informations d'autres salariés qui, eux, n'ont pas de mandat et qui ont évolué plus vite.
Donc, avant d'introduire l'action, il demande à avoir les documents pour pouvoir avoir un fondement à l'introduction de l'action. Et donc, cette demande, elle se fait au titre de l'article 145 du Code de procédure civile et ils disent, nous, on veut les noms, les prénoms, etc., pour prouver que, en effet, les autres évoluent plus vite que nous. La cour d'appel a dit OK, l'employeur il dit mais attends mais n'importe quoi, moi je vais pas les filer, le bulletin de pompon avec son taux de prélèvement à la source, son adresse, voilà. Donc l'employeur conteste et la cour de cassation dit d'une part, et c'est ce qu'elle avait déjà affirmé dans la jurisprudence dont on a fait état la dernière fois, qu'au regard du règlement RGPD, le droit à la protection n'est pas un droit absolu lorsque la preuve qui doit être apportée nécessite la communication de documents qui sont proportionnés au but poursuivi. Donc, la dernière fois, c'était discrimination par rapport au salaire. Là, c'est discrimination par rapport à l'évolution professionnelle et que le motif est légitime. Alors, la RGPD, on oublie, enfin, en tout cas, ça peut passer. Et sur le fondement de je demande à référer avant d'avoir les informations avant pour pouvoir étayer ma demande lorsque je vais faire la demande en action, oui, la Cour de cassation dit que le juge doit donner juste ce qu'il faut comme information. On va pas filer tout, on va pas filer la vie entière du mec, mais on peut limiter le périmètre des documents à fournir, mais effectivement, à partir du moment où les documents qui sont demandés sont proportionnés et justifiés dans le cadre de l'action qui est envisagée, alors les éléments de preuve demandés peuvent être communiqués à condition qu'ils soient indispensables et proportionnés au but poursuivi. Voilà. En gros, ça revient vraiment à la jurisprudence qu'on avait vue la dernière fois, ceux qui étaient là. Merci pour toutes ces informations, Nathalie. Et puis, vous pourrez dans quelques jours donc revoir la Web Actu en regardant la diffusion, la rediffusion sur la chaîne YouTube d'Externa. Donc, vous aurez le plaisir de réécouter Nathalie dans cette démonstration intéressante et complexe malgré tout. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner à notre chaîne pour recevoir donc les notifications qui vont vous signaler la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Voilà, donc merci encore, merci à tous et merci Nathalie. Merci à tout le monde. Bonne journée, bon appétit surtout. Bon appétit. Merci bien. Bonne journée, à À bientôt. bientôt. Au À revoir. bientôt. Au revoir.